Yves Laporte fut membre du Comité national d'éthique pendant 6 ans, de 1988 à 1994. C'est là que je l'ai connu quand je suis arrivée au comité 2 ans après lui, en 90. Il était au comité une sorte de représentant du CNRS. Il était administrateur à cette époque-là. Il succédait à Jean Dosset. Et lorsqu'il s'est retiré, il a proposé Jacques Ruffier pour lui succéder. Il a donc connu 4 ans de comité national d'éthique sous la présidence de Jean Bernard et 2 ans sous la présidence de Jean-Pierre Changeux. Cette période-là fut une période de travail très actif du comité national. 33 avis ont été publiés pendant la période où Laporte était membre. C'était l'époque de la diffusion de l'épidémie de sida, de la recherche sur le génome humain, des tests génétiques, de la possibilité de faire le diagnostic génétique sur l'embryon humain avant l'implantation ou avant la naissance. Sur l'époque de l'émergence des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, etc. Et à toutes ces discussions, Laporte prenait part très activement. Il fut en effet un membre effectif du comité national, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de venir aux assemblées plénières, mais qu'il a accepté la charge de groupe de travail et la rédaction de rapports. J'ai co-rédigé un rapport avec lui, c'est donc l'expérience que j'ai eue de lui-même. Il intimidait au premier abord, moi j'étais professeur à Nanterre à l'époque, il intimidait par sa prestance et son parler rare, mais une fois qu'on le connaissait, on appréciait son humour malicieux, jamais méchant, et son calme. C'était un travailleur, pas du tout un querelleur dans la discussion. Je confirme le propos de François Gros tout à l'heure. Un peu plus tard, lorsque j'ai mieux connu Laporte, quand nous nous croisions à l'Académie des sciences, il commençait toujours par me glisser une petite blague pour détendre l'atmosphère. Lorsque nous étions co-rédacteurs d'un texte, sa coutume était de me laisser rédiger, puis il m'invitait dans son bureau au Collège de France, on corrigeait le texte, et il dictait les corrections à sa fidèle secrétaire. Je ne l'ai jamais vu écrire de sa main. Il dictait, du dictaphone. Au comité, bien sûr, on a d'abord fait appel à sa compétence en neurologie et en neurosciences. Je note en passant que pour cette intervention, j'ai bénéficié de la mémoire affectueuse et efficace de Marie-Hélène Mounera, secrétaire générale du comité national, qui est présente ici, et de son bras droit, Jamila. Je les remercie chaleureusement. Car pendant ces 2 premières années de comité national, Laporte était sans moi. Les 2 premiers avis auxquels il a fortement participé sont l'avis numéro 16 de 1989 sur les greffes de cellules nerveuses dans le traitement de la maladie de Parkinson et l'avis numéro 23 de 1990, 1 an plus tard, concernant des greffes intracérébrales de tissus mésencéphaliques d'embryons humains chez 5 malades parkinsoniens dans un but d'expérimentation thérapeutique. Ces 2 avis sont restés en quelque sorte célèbres dans le petit monde autour du comité national parce que Jean Bernard les a souvent cités pour montrer que le comité national peut changer d'avis. Le premier avis expliquait d'une façon extrêmement bien argumentée que le comité conseille aux chirurgiens en France de ne pas s'engager dans la voie du traitement de la maladie de Parkinson par greffe de cellules dans l'encéphale. L'avis suivant, 1 an après, 1 an et 1 mois après, accepte l'idée que ces traitements se fassent sur la foi d'une équipe suédoise qui a montré que le risque de l'intervention est relativement faible et que le tissu greffé, qui est du tissu embryonnaire, prélevé sur des embryons
d'interruption de grossesse peut libérer de la dopamine, c'est-à-dire peut être un traitement pour les malades atteints du Parkinson. Ces deux textes ont été rédigés avec le concours de Laporte et sous sa direction. Un troisième texte, plus large dans son objectif, qui a été rédigé par lui et moi-même avec tout un groupe de membres du comité, c'est le texte sur l'éthique de la recherche dans les sciences du comportement humain. C'est un texte de 1993 qui a été travaillé à la demande du CNRS. Et la principale difficulté que nous avons rencontrée à ce moment-là, c'est que les chercheurs en sciences humaines du CNRS revendiquaient le droit de mentir aux gens sur lesquels ils expérimentaient. Tout le monde pensait alors aux expériences de Stanley Milgram. Le comité national avait déjà travaillé la question de la protection des personnes qui se prêtent à la recherche, et la France, depuis 1988, avait une loi qui encadrait la recherche sur des êtres humains, mais cette loi ne couvrait que la recherche biomédicale et pas les sciences humaines et sociales, contrairement à ce qui avait été fait en Amérique du Nord, où les sciences humaines et sociales avaient toujours été traitées en même temps que les sciences biomédicales. L'avis de 1993 a été largement publié dans Médecine Sciences par exemple, largement diffusé, et finalement la loi française a fini par inclure aussi les sciences humaines et sociales. Je souhaiterais à ce point faire une remarque qui ne concerne plus la présence de Laporte au Comité national d'éthique, mais qui concerne une affaire qui lui tenait très à cœur. Je n'en dirai qu'un tout petit mot. En 2006, il était donc déjà honoraire. Laporte m'a apporté d'un air mystérieux un dossier qu'il avait constitué et qu'il m'a confié pour que je cherche un peu plus loin ce qu'il n'avait pas pu trouver. Il tenait manifestement à ce dossier. Le dossier, que j'ai toujours, est une collection de photocopies, de documents, lettres ou comptes rendus des assemblées du Collège de France, tout entièrement manuscrit. La question posée était la suivante. Le Collège de France a-t-il, oui ou non, envisagé de proposer une chaire à Pierre Teilhard de Chardin, et si oui, pourquoi ce projet a-t-il échoué ou a-t-il été abandonné? Du dossier que m'a confié Laporte, je tire qu'un projet de chaire d'anthropologie préhistorique avait été fait par le collège pendant l'année 1948, à l'automne 1948. Ce projet a été abandonné au dernier moment, à la fin de l'année, et dans cette situation exceptionnelle, d'avoir un projet qu'on va présenter à l'Assemblée puis qu'on retire au dernier moment, dans cette situation exceptionnelle, le projet a été remplacé par un projet de chaire de civilisation indo-européenne. André Mazon, membre du Collège de France, qui soutenait le premier projet, a demandé qu'on sursoie pour pouvoir choisir entre les deux projets, mais cela n'a pas eu lieu. Et à l'Assemblée du 13 février 1949, donc tout ça s'est fait en quelques mois, fin 48, début 49, en février 49, Georges Dumézil a été élu sur la chaire de civilisation indo-européenne. Mais il a été élu à une très courte majorité et avec 15 bulletins blancs marqués d'une croix dans ce vote. Conformément à ce que Laporte m'avait demandé de faire, j'ai cherché dans la bibliothèque des Jésuites, j'ai contacté un certain nombre de gens. Je n'ai rien trouvé de décisif, sauf que je suis tombée sur un texte d'Étienne Gilson, qui était membre du Collège de France.
Gilson, dans Les Tribulations de Sophie, c'est le titre de l'un de ses livres, dans la préface de ce petit livre, écrit ceci. Je vous préviens, c'est un texte vache, mais qui reconnaît que si Teilhard avait été présenté, il aurait été élu. Voici ce qu'il dit, après avoir dit ce qu'il pense de Teilhard de Chardin, qui n'est pas du tout gentil. En relisant, je cite Étienne Gilson, « En relisant ce que j'ai alors accepté d'écrire, je ne vois pas que j'ai fait tort à la pensée ni à la mémoire du célèbre jésuite. Je me souviens du temps où le Collège de France s'apprêtait à créer pour lui une chaire. La chose était pratiquement faite et nous aurions tous voté pour lui si, au dernier moment, notre administrateur ne nous avait informé que les supérieurs du père ne l'autorisaient pas à poser sa candidature. Avec une fidélité parfaite à sa profession religieuse, il s'inclina devant leurs décisions, ce qui me fait souvent admirer combien tout ce qui touche à cet homme baigne dans le mystère, car si son acte d'obéissance fut vraiment héroïque et saint, l'inflexible raideur de ses supérieurs protégea ce jour-là le Collège de France contre un péril redoutable. À cette époque de sa vie, la pensée du père habitait la noosphère plus volontiers que le Pliocène. Or, la noosphère n'est pas un concept plus scientifique que l'empyrée. C'est un nouveau caelum theologorum. C'est vache. Hein? Mais ça dit bien les choses. Je pense que c'est fidèle à la réalité. C'est ce que la tradition a transporté comme leçon. C'est-à-dire, il n'a pas eu l'autorisation de ses supérieurs de se présenter, on a supprimé le projet, on en a fait un autre, on n'a pas perdu au change du Mésil. Voilà, je vous remercie.